que l'année prochaine, je vais laisser la parole à Alain. Alain va vous dire 2 mots sur ce qu'on a prévu de faire l'année prochaine. Alors, je rappelle aussi quand même que je ne serais pas complet si je ne disais pas que vous l'avez tous vu sur la place du Bourg, l'œuvre de Thomas Reiss, Confluence, la confluence du Lef et du Trieux. Et puis, bien sûr, le soldat qui nous fait honneur, là, tellement il a été bien travaillé. Et très prochainement, sur le site de Gwazilénik, au niveau du port, vous aurez une autre œuvre d'art qui va s'appeler le Petit Voyageur des mondes, une œuvre sur laquelle Quito travaille en ce moment. Donc, dans quelques mois, vous allez voir ça sur le port de Gwazilénik. Voilà, je ne vais pas tarder plus. 2 mots Alain va vous dire 2 mots sur ce qui peut se préparer pour l'année prochaine au niveau des expositions. Merci. Je reste à ma place. Juste pour... voilà, peut-être ce serait mieux si je faisais face aux gens. Voilà, juste... pardon. Oui, donc pour l'année prochaine à Quimperguézennec, on a pris contact avec le musée de Pont-Aven qui a déjà mis en place une exposition itinérante concernant les œuvres exposées au musée. Et donc, on va voir comment on peut s'organiser à Quimperguézennec pour présenter cette expo, soit dans l'église, soit dans les jardins de l'église, comme on a fait l'été dernier. Donc c'est une expo qui itinérante. Le musée de Pont-Aven travaille essentiellement avec des milieux fermés, genre milieu carcéral ou des hôpitaux psychiatriques ou des choses comme ça. Et l'expo qu'il prépare pour cette année, enfin pour l'année prochaine, pour 2023, ça sera essentiellement une expo en 3 volets, avec un choix d'œuvres à présenter au public, un travail éventuellement avec les écoles et une activité numérique liée à l'expo. Donc, Quimperguézennec est candidate pour cette expo avec les œuvres du musée de Pont-Aven. Une occasion pour vous de revenir sur Quimperguézennec comme vous l'avez fait. Donc, merci à tous pour cet accueil, en effet, très chaleureux, qui correspond à la raison pour laquelle l'Agglo a choisi aujourd'hui de valoriser le travail qui est réalisé. Donc, Elisabeth Pulande, vice-présidente à l'aménagement et revitalisation. Donc, nous avons en effet commencé un cycle depuis 1 an de café de la revitalisation au sein des petits bourgs, puisque l'agglomération mène de façon active une politique de dynamisation des bourgs, et la commune de Quimperguézennec a répondu à l'appel à projet qu'on avait donc lancé. De ce fait, un accompagnement donc va être mis en place de projets de la commune, et c'est ce qu'on va travailler ensemble dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette question de la revitalisation des bourgs, autour de la notion de culture et comment l'art nous accompagne dans la revitalisation. Donc je vous remercie tous de l'échange qu'on va avoir. Je propose éventuellement aussi qu'on passe la parole quelques instants à Josette Conan, qui elle est vice-présidente au tourisme et à la culture. Bien, bonjour à tous et merci Monsieur le maire, merci à l'artiste de nous accueillir dans ces lieux. Je voudrais tout simplement dire que je suis vice-présidente en charge des nouvelles dynamiques territoriales sur Guingamp-Paimpol agglomération et qui englobe, comme vous l'a dit ma collègue Elisabeth, notamment la culture, le tourisme, le sport, la vie associative. Je suis très contente et heureuse de voir que la culture a été retenue comme thématique par mes collègues du service revitalisation. En effet, et je vais faire très court, depuis quelque temps, une aspiration à un nouvel art de vivre est en train de naître dans notre société. À cause de quoi ? À cause tout simplement
des mots, je dirais, du mal-être, qui sont générés par nos modes de vie. Et je pense que c'est à partir de cette attente de notre société que nous devons nous aider à construire des stratégies, qu'elles soient de revitalisation de centres-bourgs, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient culturelles, à partir de cette attente de la société. Parce que ça nous permettra d'écrire et de faire valoriser des stratégies qui ne seront pas hors sol. Concernant la culture, je dis toujours, un homme à qui on ne donne pas à manger, il meurt de faim. Et un homme empêché de culture, qui ne peut pas se nourrir de culture, lui, par contre, il meurt d'ennui. Et c'est comme ça qu'il désertifie nos bourgs et qu'il va voir ailleurs. À l'inverse, un habitant qui choisit un nouveau domicile, qui est à la recherche d'un domicile, au même titre qu'il va chercher les besoins nécessaires primaires de la vie, il va aussi vous demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a ici, comment je peux me divertir, qu'est-ce que vous faites en culture. Ça, maintenant, c'est un paramètre. Les notaires, les agents immobiliers vous le diront aussi bien que moi. C'est un paramètre qui, aujourd'hui, a toute son importance. Juste vous dire que Guingamp-Paimpol Agglomération a mis en place un service de culture début 2022 qui est en train de monter en puissance. Une politique culturelle va être également écrite, une stratégie, une véritable stratégie culturelle va être aussi écrite à horizon 2023. Et on aura aussi l'occasion de mettre en place des rencontres, des groupes de travail. Pour l'instant, Guingamp-Paimpol Agglomération a aussi un budget pour la culture. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour les associations culturelles, parce qu'il en accompagne, Guingamp-Paimpol en accompagne beaucoup. En ce qui concerne les associations culturelles, à la fin de l'année, on sera aux environs de 320 000 euros, je pense, de subventions versées. On aide un peu partout sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur Paimpol, que ce soit sur Plougonvert, que ce soit... on essaye aussi de bien mailler le territoire en termes de culture. La volonté politique est bien là de développer la culture. Et maintenant, je m'arrête là. Je remercie d'ores et déjà tous les intervenants qui vont vous sensibiliser à cette thématique. Et je dois passer la parole à... Bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être ici, si nombreux là. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais animer ce café de la revitalisation. Et personnellement, moi, je suis doctorant de l'INSEAC. Avec ma collègue Zoé Lagnès, on va représenter l'INSEAC. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'est l'INSEAC, c'est Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, qui se trouve à l'ancienne prison de Guingamp, qui s'ouvre en 2019. Et puis pour former des étudiants, notamment dans le niveau de master et aussi par plus des futurs professionnels ou bien futurs médiateurs de culture et des arts, pour être simple. Voilà. Et du coup, pour être commencé, je remercie à tous nos élus, à la maire de Quimper-Guézenec pour ses présentations sur les politiques culturelles locales, pour qu'on voit comment en fait notre Guingamp-Paimpol Agglomération s'engage dans la culture. En 2019, le sociologue Benoît Coquart montre dans son livre « Ce qui reste » qu'une grande partie des jeunes quittent le milieu rural pour des études ou d'autres raisons, et de plus en plus de centres-bourgs sont désertés par les jeunes, même ceux qui restent en fait. Cette image de centre-bourg en déclin nous donne une alerte de nécessité d'une revitalisation. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en fait la dynamique de centre-ville existe toujours. Par exemple, depuis les années 1960, selon l'enquête menée par Edgar Morin dans le Plosévet, montre qu'en fait cette dynamique de la vie rurale, aujourd'hui c'est toujours important d'observer, de créer, de mobiliser les territoires ainsi de ses habitants, essayer de
capter ces jeunes, d'attirer aussi des nouveaux afin de mieux vivre et revivre le lieu. C'est aussi pour cette raison-là on va essayer de commencer notre café de la revitalisation. Depuis Pierre Bourdieu, la culture est considérée comme un capital important de la société. Une inégalité sociale est souvent présentée par une inégalité culturelle. De Malraux à Jack Lang, jusqu'à nos jours, dans la politique culturelle, on attribue une grande importance et valeur à la culture en espérant qu'il devienne le ciment de la cohésion sociale et territoriale. Jean-François Gravier, dans son fameux livre « Paris et le désert français » montre cette inégalité territoriale entre Paris et les provinces qui existe plus de 60 ans. Des politiques de décentralisation et de démocratisation sont mises en place depuis longtemps. Louvre, Lens et Centre Pompidou-Metz sont des beaux exemples. Voire on trouve des transformations de la ville elle-même par la culture ou la politique culturelle. Cannes a donné un très bel exemple dans le monde entier pour montrer comment un village ordinaire méditerranéen se transforme en un haut lieu cinématographique, comme ce que crée Emmanuel Etis. Bien sûr, Cannes, maintenant, c'est plus un petit bourg, mais ça devient vraiment une métropole mondialement. Pour être plus proche, à la fois géographiquement et temporellement, on voit en fait le 10 films fait la commune millionnaire, une scène importante. Dans notre région, en fait, c'est important de documentaires françaises. Tout cela pour vous montrer en fait comment la culture peut redonner une vie à n'importe ou à une petite commune. Ainsi, pour cela, nous nous demandons comment à nos jours la culture comme le festival, les expositions, les spectacles peut redonner ou donner la dynamique au centre-bourg et quelle importance est donnée à la culture dans la politique culturelle territoriale. Du coup, pour lancer nos discussions, je vais vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. D'abord, on va commencer par une présentation plutôt théorique sur l'historique des politiques culturelles dans le territoire breton, comme vous avez déjà écouté selon nos présentations de nos élus, en fait, comment la culture a une place importante dans nos territoires, et avec des notions clés, par exemple des droits culturels présentés par Aurélie Pesanval, qui est chargée de projets culturels et chargée de missions accompagnement dans les milieux ruraux. Elle est aussi spécialiste des politiques culturelles dans les territoires ruraux. Son intérêt porte sur la question des transitions sociales, sur la démocratie participative au sein des tiers-lieux culturels. On va ensuite écouter quelques exemples concrets sur des projets et des festivals mis en place dans des espaces publics des centres-bourgs, présentés par Cynthia Guyot, directrice de l'association La Fourmi. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'association La Fourmi est une association dont le but est de développer des projets autour de la création contemporaine et de la recherche artistique dans le domaine des arts contemporains à Rostrenan. Et du coup, avant de passer la parole à Aurélie, je vous rappelle qu'à la fin de son intervention, vous n'hésitez pas à poser des questions, à avoir des échanges, et puis je vous passerai les paroles. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Déjà, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais peut-être redire des choses, mais c'est assez agréable d'entendre, en tous les cas, voilà, notamment ce que vous avez dit sur l'importance de la culture à traiter de manière transversale et comme vraiment un levier de développement territorial, et aussi l'importance de la culture dans cette période de transition que l'on vit. Et du coup, je vais revenir là-dessus beaucoup aussi après coup. Et puis, merci pour cette introduction sur les politiques culturelles qui retrace un tout petit peu l'histoire sur laquelle je vais revenir, mais très rapidement, puisque j'ai 20 minutes. Donc, vous doutez bien qu'en 20 minutes, je ne vais pas faire une exploration des politiques culturelles en milieu rural et d'une manière générale. Mais je voulais quand même effectivement commencer par revenir un petit peu sur l'histoire de la Bretagne, parce que, et le rôle de la culture, que la culture a joué en tous les cas dans la manière de faire territoire,
puisque en fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Bretagne était considérée comme en perte de vitesse économique. Enfin, elle était considérée aussi culturellement comme un territoire un peu archaïque avec la petite paysannerie. Elle a beaucoup souffert de la guerre et voilà. Et il y a eu la constitution de ce qu'on appelle le CELIB, le Comité d'études de liaison des intérêts bretons, qui s'est constitué comme un groupe pour défendre les intérêts bretons, qui s'est appuyé notamment sur des économistes, sur des politiques, mais aussi sur des personnalités de la culture, et qui s'est appuyé sur la construction de l'identité d'une personnalité culturelle de la Bretagne pour faire changer cette vision d'une Bretagne archaïque, et en s'appuyant notamment sur la revalorisation, on pourrait dire, de la culture bretonne, la défense de la langue bretonne et de la culture bretonne. Et c'est en s'appuyant notamment sur cette personnalité culturelle de la Bretagne que a été travaillé l'espace régional, l'espace géographique, et défendu cet espace géographique et reconnu comme un espace politique. Donc, dès le début, on voit comment la culture notamment populaire, la langue et les traditions culturelles de la Bretagne sont venues renforcer et appuyer une dynamique politique. Mais pas n'importe quelle culture. Donc là, dans la présentation que tu as faite, tu parles du ministère Malraux. Et le ministère Malraux, le but du ministère, c'est de diffuser les œuvres. On peut dire que c'est un ministère des œuvres. Et donc la mission, c'était vraiment de donner accès aux œuvres majeures de l'humanité. C'est encore le grand intitulé du ministère de la Culture qui commence à changer et qui va bouger. Et donc, c'est quand même une mission de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, c'est-à-dire d'apporter les œuvres à des gens avec une espèce de posture comme ça, un peu descendante, et avec aussi une forme de légitimation d'une certaine forme d'art et de culture. Et il y a une évolution petit à petit des politiques culturelles, notamment effectivement avec Jacques Lang, qui est devenu, qui a porté ce qu'on appelle le ministère des artistes. Donc là où il a retravaillé aussi qui fait la culture et comment on accompagne aussi ceux qui font l'art, la culture, qui le travaillent, et de reconnaître un certain nombre d'autres cultures, et notamment des cultures plus populaires. Jack Lang, par exemple, a soutenu beaucoup le rap. Voilà, donc d'essayer de sortir de cette espèce de figure un peu comme ça, sur un piédestal de la culture, et d'aller regarder d'autres formes de culture. Et ça rejoint aussi une dynamique qui est très forte en Bretagne, puisque à partir des années 70, il y a eu vraiment une montée en puissance de la culture bretonne, et notamment une revendication de la danse, de la musique et de la langue. Et donc, tous ces éléments-là sont issus de ce qu'on appelle la culture populaire. Et c'est sur cette culture... c'est cette dynamique-là, en tous les cas, de cette culture qui est partagée par l'ensemble des habitants, et une culture aussi faite de pratiques amateurs, qu'a rayonné le territoire breton. Donc on voit comment, encore une fois, la culture permet on parlait d'attractivité, en tous les cas, permet de faire rayonner un territoire. Mais donc pas n'importe quelle culture, une culture aussi populaire, une culture qui est faite par les habitants, par les gens, qui est partagée de manière assez générale, et qui ne parle pas que d'art, mais qui parle aussi de langue, qui parle aussi de manière de vivre, de manière d'habiter, et qui parle aussi de sa relation à un territoire. Et ça, c'est vraiment l'approche qui est défendue par ce qu'on appelle les droits culturels. Donc là, les droits culturels ouvrent sur une définition anthropologique de la culture. Donc je vais vous lire la définition qui a été écrite par l'UNESCO, et qui définit la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc,
là, on entend dans cette définition de la culture qu'on sort d'une vision purement artistique pour embrasser une vision beaucoup plus anthropologique et beaucoup plus sociétale de la culture, et qui nous amène tout doucement vers une manière de réfléchir nos sociétés, et c'est ce que vous disiez très bien en introduction, comment en fait tout est culturel, et comment notre manière d'habiter, de travailler, notre économie sont ancrées dans une réflexion culturelle, une forme de pensée qui est culturelle, qui n'est pas voilà, qui est vraiment quelque chose qu'on travaille. Donc la culture, c'est tout ça, c'est les arts, mais c'est aussi toutes ces manières d'être en relation avec les gens, la cohésion sociale, avec son environnement, le lien au territoire, avec son économie, comment on échange les uns avec les autres. Et on n'a pas toujours échangé de la même manière qu'on échange à l'heure actuelle. On n'a pas toujours vécu à une échelle mondiale. Et tout ça transforme nos manières de voir la société, et donc transforme nos réflexions et nos manières d'être, donc vraiment nos manières de faire culture. Donc voilà, et là, les droits culturels ont aussi une autre entrée, c'est que, donc j'ai dit tout à l'heure, le ministère Malraux, c'est vraiment le ministère qu'on pourrait dire des arts, de l'œuvre. Le ministère Jack Lang, c'est vraiment le ministère des artistes. Et puis on arrive dans une autre ère qui débute, qui est loin d'être à son paroxysme, mais on espère qu'elle va se développer. On dit aujourd'hui qu'on est dans le ministère, que le ministère de la Culture est un ministère de la personne, parce qu'avec les droits culturels reconnaissent toute personne comme porteuse de culture. Ce qui signifie que tout à chacun doit être encouragé et doit être considéré comme pouvant participer à la vie culturelle de son territoire. Donc pas uniquement les artistes, pas uniquement des sachants, mais tout à chacun doit... Et du coup, le but d'une politique culturelle, c'est de permettre à tout à chacun d'être reconnu dans sa culture, d'être reconnu comme porteur de culture, et de pouvoir se sentir légitime à prendre part à la vie culturelle en amenant ce qui le constitue, et donc ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. Voilà, donc du coup, avec cette approche-là des droits culturels, on se rend bien compte donc, comment ça nourrit notre rapport global à notre territoire, et ça amène aussi du coup à être dans une politique culturelle dite intégrée, c'est-à-dire travailler en transversalité. C'est-à-dire que le but d'une politique culturelle n'est plus juste d'accompagner l'art et l'artiste, mais d'accompagner la manière dont l'art peut aussi accompagner ces transitions et nourrir d'autres secteurs d'activité et mettre en lien les personnes. Donc après, bon, je vais pas développer beaucoup d'exemples puisque Cynthia va le faire à travers tous les exemples très concrets qu'elle mène en ce moment. Mais c'est vraiment du coup le fait d'essayer de réfléchir cette politique en transversalité et de regarder comment elle tisse des liens avec une politique de santé, avec une politique d'urbanisme, avec une politique d'aménagement du territoire, avec une politique de logement. Voilà, puisque nos manières d'habiter peuvent être sont culturelles. Quelqu'un qui habite en roulotte, ça n'est pas ce n'est pas par non-choix, c'est une manière de vivre, c'est un art de vivre. Et donc, il faut réfléchir comment, tout d'un coup, on peut accueillir sur un territoire des espaces qui accueillent ces modes de vie, ces rapports de vie. De la même manière, quand on a des gens qui arrivent de l'extérieur, des étrangers, des migrants, dans les mouvements sociaux qui vont, et les mouvements mondiaux qui vont être les nôtres bientôt, la manière d'accueillir les gens et de leur faire de la place est une ouverture culturelle, et il faut réfléchir aussi comment on accueille cette diversité et comment elle nous enrichit. Et voilà. Donc c'est très important de penser cette politique culturelle en transversalité, et dans les moments de transition qu'on vit, c'est d'autant plus important, et le rôle des artistes est fondamental, puisque les artistes ont cette capacité à explorer, à inventer, à être en recherche. C'est leur travail de chercher, d'expérimenter des choses, de creuser des nouvelles voies, de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, et de porter et de nous amener aussi à porter un regard sur le monde qu'on n'a pas
pas l'habitude de porter souvent. Les mouvements artistiques qui maintenant sont complètement reconnus ont été précurseurs et ont chamboulé des manières de voir, des représentations qu'on avait de notre monde. Beaucoup d'artistes qui maintenant sont sur des piédestals et très reconnus, au début, à leur époque, ont été niés ou voire condamnés. Des œuvres ont pu même être censurées, alors que maintenant elles sont dans des musées. Et pourquoi elles ont été censurées? Parce qu'elles bousculaient nos manières de voir et nos manières de vivre. Voilà, donc du coup, pour redescendre à l'échelle un petit peu plus territoriale de la Bretagne, ce que j'essaye de transmettre en gros, c'est que la culture est vraiment un levier de développement, de cohésion sociale et de développement local. Et donc, concrètement, le développement local, il s'appuie sur 3 piliers, donc les dimensions économiques, les dimensions sociales et les dimensions environnementales. Et donc, on voit, et vous l'avez très bien dit, comment la culture, évidemment, est un levier d'attractivité économique pour du tourisme, et également un levier économique parce que ça développe de l'emploi, Cynthia en témoignera, et c'est aussi un levier d'attractivité, puisque ça donne aux gens qui habitent sur le territoire une fierté d'être sur le territoire. Et comme le disait très bien notre ami en introduction, il y a eu ce phénomène de désertification des jeunes qui partaient faire des études, qui partent de leur bourg, et s'ils n'ont pas un attachement et une fierté à leur territoire, ils ne reviennent pas, ils s'en vont. Et donc c'est très bien de partir et d'aller faire des études, d'aller s'enrichir ailleurs, mais c'est aussi bien de pouvoir après ramener toute cette richesse qu'ils ont été faire de par le monde et de venir enrichir leur territoire et le faire bouger aussi. Il faut ramener de l'extérieur à l'intérieur. Donc c'est un double mouvement toujours. Et puis d'un point de vue du rapport aussi à l'environnement, il y a eu tout un temps où nous on est bercé dans la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières a séparé l'homme de la nature, et on voit bien qu'en ce moment on est en train de changer de paradigme culturel. On est en train de se poser la question de comment on renoue avec notre environnement, et ça aussi c'est culturel. Les philosophes des Lumières ont fait ce travail culturel de dissocier l'homme de la nature. Ils ont fait un travail formidable sur plein de choses. Là-dessus, on peut re-questionner en tous les cas leur rapport, et nous se re-questionner sur notre rapport à la culture, ce qui est en train de se vivre en ce moment, puisqu'on voit bien effectivement les dérives d'un système productiviste qui arrive à épuiser un certain nombre de ressources naturelles. Donc voilà, donc toujours penser que tout ça n'est pas inné, ce sont des constructions mentales, et les constructions mentales, c'est de la culture. Et pour donc donner un peu quand même des exemples plus concrets, parce qu'on m'a demandé aussi de témoigner sur la revitalisation des centres-bourgs. Donc si tout ce que je viens de dire, on l'applique à un centre-bourg, on voit donc moi je travaille aussi pour un organisme qui s'appelle l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, du coup qui est une fédération de réseaux et de syndicats du milieu culturel des acteurs de l'ESS, et qui fait un long travail depuis longtemps d'observation des territoires ruraux et d'accompagnement des territoires ruraux sur la manière dont la culture est un levier justement de développement local et de cohésion sociale. Et donc là, on fait tout un tas d'accompagnements sur des territoires ruraux partout en France, et on revient d'un accompagnement du Lot où typiquement, ça retrace, mais c'est vraiment un cas type. C'est un petit village qui s'appelle l'Albinque, c'est 1000 habitants, avec une perte des jeunes qui s'en vont jusque dans les années à peu près 90-2000. Et puis il y a une dernière génération, on va dire entre guillemets, de jeunes. Donc le village se dépeuple. C'est juste à côté de Toulouse. Les jeunes partent à Toulouse, et puis il y a une génération de jeunes qui a un attachement à son village, et puis voilà, qui part étudier à Toulouse, et qui se rend compte de ce mouvement, qui le conscientise, et qui se rend compte que en fait les jeunes partent à Toulouse et puis ne reviennent jamais. Et eux, ils se disent c'est maintenant, au moment des études, qu'il faut recréer cet attachement. Et donc ils ont décidé de monter un festival de musique sur leur territoire, à l'Albinque, et leur but, ils le disent très clairement, c'était de faire revenir les jeunes tous les week-ends.
c'est pas juste pour le festival, c'est tous les week-ends. Donc on fait ensemble ce festival, on le construit et ça prend du temps parce que c'est bénévole. Et donc tous les week-ends, petit à petit, ces jeunes reviennent et puis au bout d'un moment, ils font ce festival, c'est super, c'est une belle aventure, ça marche, tout le monde les remercie et tout ça. Et puis ils décident de faire un deuxième événement. Et puis comme ça, de fil en aiguille, ils finissent leurs études et puis ils reviennent s'installer à l'Albinque. Et puis, comme il y a une dynamique qui se crée, il y a une librairie qui s'ouvre. Et puis, comme il y a une librairie qui s'ouvre, il y a des gens, il y a des nouvelles personnes qui s'installent. Et puis, il y a un autre ancien un autre enfant d'un agriculteur du coin qui revient aussi sur le territoire. Et puis, la ferme n'est plus en activité. Et il décide lui, il travaille dans le cirque et il décide de créer une résidence d'artistes. Il a son chapiteau. Donc ça avait 2 pôles culturels sur ce petit village qui amènent des jeunes qui se réinstallent, qui font des enfants. Donc voilà. Donc l'école ne ferme pas. Ils réouvrent un café. Et là, ils sont en train de réouvrir un deuxième tiers-lieu. Du coup, il y a 2 tiers-lieux sur l'Albinque. Et le village s'est repeuplé en fait. Donc là, on voit comment très concrètement une activité culturelle et un attachement culturel à un territoire, à travers aussi une pratique artistique et un festival, va recréer une dynamique culturelle sur un territoire. Et c'est exactement la même chose à Mélionnec, où un habitant il n'était pas originaire de Mélionnec, mais il était juste à côté, décide de se réinstaller à Mélionnec, de créer un festival, donc le festival Tifilm. Depuis ce festival, il y a une dynamique qui reprend, donc c'est un village de 400 habitants, qui reprend au sein de Mélionnec. Il y avait aussi une boulangerie très active qui fait partie aussi de l'association. Donc ces 2 dynamiques se répondent et puis petit à petit le festival marche. Tout ça en essayant toujours d'être très attentif à son territoire, en incluant les habitants du territoire, en les faisant participer soit au festival en tant que bénévoles, soit aussi en étant des sujets de documentaires. Donc voilà, tout un travail comme ça, vraiment en articulation avec le territoire. Et puis petit à petit, il y a des jeunes qui s'investissent, des jeunes qui arrivent, une épicerie qui réouvre, une librairie qui s'installe. Et là, ils ont répondu à l'appel à projet revitalisation des centres-bourgs. Et la Caisse des dépôts et consignations a clairement stipulé que c'était tout cet apport du projet culturel qui avait fait balancer, qui avait était un atout vraiment pour la validation de ce projet. Les sous qu'il y a eu dans le cadre de cet appel à projet, c'est pour cette dynamique culturelle, mais aussi pour refaire l'aménagement urbain, les routes, des trottoirs, repenser la circulation du bourg, rénover un certain nombre de bâtiments. Donc, c'est gagnant-gagnant, on peut dire. En tous les cas, vraiment, on voit comment la culture, elle dynamise une vie locale, territoriale, et en même temps, comment elle crée aussi de l'activité économique, de l'activité aussi sociale, puisque pareil, à Mélionnec, l'école n'a pas fermé, mais une 2e classe a été ouverte, puisque des nouveaux arrivants, des nouveaux enfants. Donc comment tout ça, la vie continue, se construit et comment la vitalité du centre-bourg est réactivée avec un levier qui est culturel. Alors, il y en a plein. Là, c'est un levier très artistique, culturel, le documentaire. Mais, voilà, c'est... Et voilà. Et une dernière chose que je voulais dire aussi, c'est donc à travers l'enquête, à travers le travail que je fais avec l'UFISC, il y a une enquête qui a été menée sur le rôle des associations culturelles. Il y a, en gros, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que ça accompagne 4 parcours. Ça accompagne un parcours culturel, c'est-à-dire comment effectivement ces associations culturelles qui sont dans les petits bourgs permettent à un tas de personnes d'avoir accès à des œuvres, à des activités culturelles, et artistiques.
la manière dont ça accompagne des parcours de jeunes des parcours citoyens, puisque ce sont souvent, et ça c'est le collectif des festivals en Bretagne qui a fait cette enquête-là, les festivals sont souvent le premier lieu de travail collectif dans lesquels les jeunes s'engagent, donc le premier lieu de construction collective et citoyenne, comment ils sont bénévoles, comment ils s'engagent sur la vie de leur territoire, comment ils s'organisent collectivement pour mettre en œuvre une action concrète, voilà, un festival. Et donc voilà, ça concourt à cette vie citoyenne. Et d'ailleurs, oui, à l'Albinc, maintenant, les jeunes font partie du conseil municipal. Ils sont allés jusque dans la mairie. Et on le voit à Rostrenain, par exemple, des gens comme Guillaume Robic, qui est le maire de Rostrenain, il a commencé sur le terrain en tant qu'acteur culturel, puis maintenant, il est maire de Rostrenain. Il a une 40aine d'années. Donc voilà, c'est des parcours aussi, comme ça accompagne cet investissement sur la vie du territoire. Et puis, ça accompagne aussi, évidemment, des parcours professionnels, c'est-à-dire comment il y a des artistes locaux qui sont accompagnés. Voilà, la Fourmi fait aussi de l'accompagnement très technique sur c'est quoi comment les artistes c'est quoi leur statut administratif, comment ils peuvent se construire professionnellement. Et puis, c'est aussi des lieux qui peuvent accompagner des envies de certains jeunes de se lancer dans une activité. Il y a pas mal de services civiques qui sont comme ça une porte d'entrée pour découvrir comment on monte un projet, voilà, participer à ce projet-là et du coup, éventuellement aussi être des endroits de formation de pair à pair ou de conseil ou de forme de mentorat un peu, où ces associations-là sont des associations ressources pour des jeunes qui ont envie de monter leur projet sur le territoire. Et donc, elles ont tout d'un coup un lieu ressource juste à côté de chez elles. Voilà, et pour finir très concrètement sur vraiment les Côtes d'Armor et la Bretagne, toute cette dynamique dont j'ai parlé autour de la notion de projet culturel de territoire et de droit culturel, c'est défendu depuis très longtemps en Bretagne. Les droits culturels, la région Bretagne est une des régions les plus investies sur cette notion des droits culturels. Jean-Michel Le Boulanger a défendu cette approche-là depuis de longues années, depuis 2015 en tous les cas, son premier mandat, et là c'est de nouveau repris par sa successeuse Béatrice Massé, qui font tout un travail de transformation de la politique culturelle à partir de cette notion de droit culturel, donc en partant des territoires et en partant des personnes. Très concrètement, ça se traduit sur le territoire en ce moment en Côte d'Armor avec des conventions, ils ont signé une charte de coopération culturelle de territoire qui a été signée donc entre l'État, la DRAC, donc la région, le département des Côtes d'Armor et les 8 intercommunalités des Côtes d'Armor. Et il y a plus particulièrement 2 territoires qui sont... Et donc cette charte, elle est signée à partir du projet culturel de territoire qui est écrit par les intercos. Et plus particulièrement, donc, il y a le territoire de l'Agnon-Trégor communauté et de la communauté de communes du Creuse-Braise, qui sont des territoires expérimentaux pour mettre en œuvre, donc pour écrire et commencer à mettre en œuvre leur projet culturel de territoire en s'appuyant sur cette dynamique des droits culturels. Donc en partant des personnes et en regardant comment on active aussi tout ce réseau d'acteurs territoriaux. Et du coup, nous avons, je passe la main, je pense que je suis dans les temps, je passe la main à Cynthia qui vient de la CCKB, du Creuse-Braise, et qui peut vous présenter plus concrètement. Merci. Et juste pour finir, donc du coup je passe la main à Cynthia et donc Cynthia et la Fourmi font partie d'un collectif qui s'appelle Hybride et parce que ça j'ai oublié d'en parler mais du coup voilà ça me rappelle à ça qui a mené on les a accompagnés récemment donc dans une recherche action qui réfléchit, les invitait à réfléchir sur l'accompagnement artistique, comment ils accompagnent les artistes et la relation au territoire. Et ce qui est ressorti, donc par rapport à ce qui nous traverse aujourd'hui, ce qui est ressorti de cette recherche-action, c'est aussi la manière dont les acteurs culturels des centres-bourgs font aussi un travail
d'intermédiation entre différents acteurs, donc entre des acteurs du social, de la santé, des acteurs privés, et aussi avec le politique, parce que parfois ils sont devenus des experts de leur propre politique, mais du coup c'est une politique publique, et les politiques publiques marchent fondamentalement à peu près toutes de la même manière dans leur construction, pas forcément sur leur but et sur leurs résultats, mais en tous les cas, voilà. Et du coup, c'est aussi des interlocuteurs pour un certain nombre d'autres échelons, de départements et de la région, sur leur territoire. Donc, ils ont aussi tout ce travail d'intermédiation. Et voilà, j'arrête. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Cynthia Guyot, je suis directrice de l'association La Fourmi. Qui est une association, donc on n'a pas de lieu, on est une fabrique artistique nomade. Ça veut dire qu'on n'a pas de lieu d'exposition. Voilà, toutes nos expositions sont in situ. Alors chez l'habitant, dans la rue, dans les fermes, dans les milieux psychiatriques, en milieu scolaire, carcéral. Enfin voilà, nous on s'installe chez les autres. Et du coup, on développe l'art contemporain, art visuel. Alors, un art qui est pas forcément dont les codes sont pas forcément perçus facilement dans des bourgs ou le centre-Bretagne. Chez nous, on a 2 galeries, une à Glomel et une à Huelgoat. Il n'y a pas de lieu pour découvrir les arts contemporains. Donc moi, pour la CCKB, c'est la communauté de communes la plus vaste, pour la plus pauvre et la moins peuplée de Bretagne. Donc le côté nomade nous a tout de suite paru opportun, puisqu'il fallait aller vers les gens pour leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie ou au moins l'habitude de voir. Et on travaille, on a vraiment deux grands piliers qui sont une programmation artistique contemporaine et de qualité et la médiation. C'est nos 2 piliers. Pour faire découvrir l'art contemporain aux gens, il faut qu'ils puissent y participer et pouvoir le voir, en avoir l'accès. Et on rejoint le droit culturel si on n'a pas de lieu pour le voir. Si on ne nous le présente pas, en fait, on ne s'y intéresse pas. Et on ne devient pas curieux. Et nous, on a envie de rendre curieux les gens, qui poussent les portes un jour d'un musée ou d'une exposition, parce qu'un jour ils sont venus voir dans la rue quelque chose qui les a intéressés, un artiste, quand ils ont rencontré un artiste. Alors nous on fait beaucoup de résidences artistiques vu qu'on n'a pas de lieu, et on a 2 événements chaque année qui sont champs d'expression. Donc champs d'expression, on invite les artistes d'art contemporain à vivre chez les agriculteurs pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ils vivent vraiment dans la famille de l'agriculteur. Et il crée une œuvre d'art dans la ferme. Et après, il y a plusieurs fermes. Cette année, il y avait 6 fermes. Et après, les gens sont invités tous les week-ends à aller de ferme en ferme découvrir les œuvres. Et donc, ils découvrent et les fermes et les œuvres. On défend autant le monde paysan. À force de faire de l'art, ça fait 40 fermes. On va vivre en 10 ans avec 52 artistes. Donc, à force de faire de l'art dans les fermes, on apprend aussi la paysannerie. Et voilà, on ramène vraiment là dans les milieux ruraux et locaux. Du coup, les voisins viennent à la ferme. C'est pas des gens forcément qui auraient été voir une exposition, mais vu que c'est le voisin fermier, on va aller voir ce qui s'y passe. Et voilà, on rencontre les artistes et les œuvres. Et du coup, on a un 2e événement qui là est dans la rue, qui s'appelle In Cité, qui a eu lieu donc à Carhaix, Bottmer, Châteauneuf, Callac et Rostrenain. Là, cette année, il était à Callac, Châteauneuf et Rostrenain. Donc 3 villes, une en Finistère, 2 en Côte-d'Armor, sur 3 communautés de communes. Parce que la Fourmi fonctionne vraiment sur un grand territoire, sur le Pays Cob qui comprend 5 communautés de communes, sur Paimpol-Argoat qui est là où on est né, parce qu'on est né à Carnouët. Et maintenant, on est à Rostrenain, mais l'association était au départ à Carnouët. Et du coup, on fonctionne quand même sur un grand territoire. Mais on a remarqué que les gens circulent. On est quand même une région qui, culturellement, même si administrativement, on n'est pas sur les mêmes départements et les mêmes communautés de communes, culturellement, on est quand même sur le même territoire. Et donc, le festival In Cité a démarré en 2013.
Donc on avait commencé par faire du tricotag, ce qu'on appelle nous tricotag, ça s'appelle du yarn bombing, c'est l'art de tricoter le mobilier urbain, qui était un premier projet artistique et participatif. C'était comment les habitants pouvaient prendre en main aussi l'aspect de leur ville, parce que c'est souvent les mairies qui décident des mobiliers urbains, de l'urbanisme, mais comment les habitants peuvent-ils s'approprier leur ville, leur trottoir, leur façade. Donc voilà, on a commencé par le biais du tricot avant de faire le festival. On voulait vraiment faire découvrir un nouveau type d'art participatif. Donc là, c'était à Carhaix. Et je vais laisser le petit diapo peut-être défiler. Ça, c'était cette année à Rostrenain. Donc ce projet-là réunit quand même les collèges. On travaille beaucoup avec les EHPAD. Avec la psychiatrie et avec les habitants. On propose des cafés tous les 15 jours au bar du village où les gens viennent tricoter, apprendre. Donc c'est intergénérationnel. Quelqu'un qui ne sait pas apprendre va apprendre avec la voisine de table. Et voilà, ça crée vraiment un moment de convivialité. Et du coup, ça c'est un ensemble de 7 ans de tricot. Donc on a réuni un peu toutes les villes sur lesquels on avait été et tous les gens avec qui on avait travaillé sur une façade. Et du coup, c'est vraiment un projet qu'on a continué parce qu'on a remarqué que les gens ont vraiment apprécié. Et chaque année, maintenant, ils décident de ce qu'ils vont faire. C'est plus la fourmi qui propose ce qui va se passer, c'est les habitants qui disent moi, j'aimerais bien faire les gouttières de mon quartier, le pont du village. Enfin voilà, ça vient vraiment là d'une manière ascendante et pas descendante. Et ça, c'est important. Et du coup, l'année d'après, on a mis le festival. Alors pourquoi il part pas tout seul? Non, je ne sais pas si ça va tourner tout seul. Donc voilà, le festival Une Cité à Carhaix la première année. Donc il y a un festival d'art urbain écologique qui nous tenait à cœur d'inviter des artistes qui questionnent son environnement, l'urbanisme, parce que c'est pas parce qu'on est des petits villages ou des bourgs ou des petites communes qu'on n'a pas les mêmes problématiques d'urbanisme dans nos centres-villes. Excusez-moi. Donc dans les problématiques de parking, à un moment les grandes villes avaient des parkings en centre-ville, ils ont commencé à remettre sur les extérieurs et remettre les places du village en place. Et nous, 20 ans après, dans les communes, on a commencé à y réfléchir à justement ces centres-villes où les magasins disparaissent, qui vont plus sur des grandes surfaces à l'extérieur. Il y avait vraiment un problème de désertification. Et à Carhaix, l'année-là, il y avait dans la Grande Rue 43 vitrines vides. Nous, on a invité les artistes à les investir. Et ça permet aussi à l'habitant de se rendre compte, quand il y a une œuvre d'art dessus, déjà, il découvre l'œuvre, mais à un moment, nous, on aime beaucoup l'éphémère, on aime que ça disparaisse aussi. Quand elles disparaissent, on revoit la vitrine vide, on revoit ce vide. Et à un moment, ça questionne aussi la manière dont nos bourgs fonctionnent et comment les revitaliser. Et donc nous on a remarqué avec ce festival que beaucoup de... Je ne sais pas comment il peut marcher tout seul. Ah d'accord, faut que j'appuie. Donc voilà. Et donc petit à petit le festival d'une cité au début était sur une ville. Et en fait, on l'a rendu nomade, comme notre fonctionnement. Et on a eu pas mal de jeunes mairies qui sont arrivées à Châteauneuf, Callac et Rostrenain et qui a encore ramené une dynamique en plus en ville. Nous, le festival, alors ça, c'était la première année à Rostrenain avec du reverse graffiti. C'est l'art de nettoyer les murs au Karcher et pas de les peindre. Là, on enlève la matière plutôt que la rajouter. Et ça a vraiment fait un effet boule de neige à Rostrenain. On a fait des œuvres aussi assez colorées. Voilà. Ça, c'est au collège. Enfin, c'est le gymnase de la ville qui a été fait cette année. Et à Rostrenain, on a vraiment vu le dynamisme que ça avait créé. On a fait une façade de la ficellerie. Alors, on ne va pas y arriver. Hop, si je la retrouve. Oh là là. Tac, tac, tac. Je vais vous la trouver. Qui est l'exemple? Je vous remettrai les autres après. Hein. Elles sont... Ah, là voilà, en arrière. Donc voilà, cette façade-là, c'est l'association La Ficellerie
qui a acheté ce bâtiment, un vieux garage d'Uro, dans lequel un projet est fait où ça va être un lieu de musique et de théâtre. Donc la Ficellerie, c'est une association qui a 50 ans. Et nous, la première année qu'on est arrivé à Rostrenain, on leur a proposé avec Street Art Sans Frontières de faire cette façade-là. Voilà, on aime aussi travailler entre associations. La Fourmi, elle ne s'est pas créée toute seule, elle s'est créée avec son territoire et les autres associations. Et du coup, on leur a proposé, et depuis, là, il y a un projet participatif, ils en ont fait leur visuel. Toute leur communication tourne autour de cette façade. Et depuis, la vitrine s'est fait investir par une tatoueuse qui s'est installée. Et dans le centre-ville, on a beaucoup de monde qui est arrivé. Le Street Art Sans Frontières qui a fait cette façade-là a acheté la plus vieille usine qu'il y a à Rostrenain, qui est l'usine Brantôme, qui est une usine abandonnée en plein centre-ville. Donc ils l'ont racheté. Quand ils ont découvert Rostrenain, eux, ils n'avaient pas de lieu, puisque Street Art Sans Frontières ne travaille qu'à travers le monde. L'année du Covid, nous, on les a invités, parce qu'on ne s'est pas arrêté. Et donc, c'était leur premier projet en France. Ils ont décidé de s'installer à Rostrenain, tellement ils ont trouvé la ville, les discours de la mairie, la dynamique associative importante. Ils ont acheté ce lieu, ils vont en faire un collectif d'artistes. Et ce sera le premier lieu d'exposition à Rostrenain, puisqu'ils ont une surface de 500 mètres carrés. Donc il y aura Street Art Sans Frontières et la Ficellerie qui sont deux nouveaux lieux culturels qui sont en train de se développer à Rostrenain. Et partout dans la ville, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'installaient. On a un ferronnier d'art qui s'est installé il y a 2 ans. Il y a une personne qui fait de la linogravure, une costumière. Il y a une association pour l'emploi qui a développé des projets. On a un espace de vie sociale qui s'est créé cette année, donc avec 6 associations. C'est le premier espace de vie sociale en Côte d'Armor qui existe, que interassociatif, à destination des habitants, dont la Fourmi fait partie. Voilà, on a vu quand même que les gens revenaient, en tout cas. Les jeunes, alors on parlait des jeunes, nous, pendant le Covid, donc l'association a continué ses événements, puisqu'en art visuel, on a eu cette facilité-là, comme on est dans la rue, de pouvoir continuer. Et comme beaucoup de jeunes étaient à l'arrêt des études, étaient dans une problématique quand même assez importante, la psychiatrie des jeunes en Côte d'Armor a énormément augmenté. Et nous, on a accueilli 7 jeunes l'année-là en stage, on en a embauché. Et vraiment, on a remarqué qu'il y avait un vrai besoin de bulles d'air pendant cette période où tout le monde était enfermé. Et donc, on a eu 3 services civiques, dont une a été embauchée. Et les 3 se sont installés à Rostrenain. On a embauché un jeune médiateur qui est venu 1 semaine en stage et qui est depuis 2 ans notre médiateur, qui s'est installé aussi sur la communauté de communes. Et en tout, on a 7 jeunes qui sont arrivés, qui se sont installés. Donc, c'était le fait d'avoir voilà, une dynamique dans la ville, et nous, on a proposé des emplois. Et voilà, une vraie situation, un vrai dynamisme, qui sont restés. Ils hésitaient à repartir sur Rennes et tout, et ils sont toujours là, donc on est plutôt heureux. Et ces jeunes-là ont fait effet boule de neige, puisqu'ils ont ramené leurs copains et leurs copines. Nous, on avait, comme beaucoup d'assauts, une perte de bénévolat. Et là, on est passé d'une moyenne d'âge de 40-50 ans à la trentaine, avec tous ces jeunes qui arrivent dans notre asso. Donc, ce qui nous a fait du bien à nous aussi, parce que c'est bien aussi que des jeunes rentrent dans nos associations. Voilà, c'est bien d'avoir 40-50 ans, mais c'est bien d'avoir un peu des jeunes qui nous bousculent et qui nous redynamisent aussi, qui nous re-questionnent. Donc, on a vraiment un très bon partenariat aussi avec les mairies. C'est hyper important que les mairies nous soutiennent. Nous, toutes les créations sont libres. Il n'y a aucune maquette. Ça veut dire que tous les gens qui nous prêtent leurs murs, les habitants ou les mairies, ne voient jamais un visuel avant le festival. Même nous ne réclamerons pas aux artistes. On les invite pour ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Mais voilà, c'est de la création libre. Et ça, c'est le point fort et la chose sur laquelle on doit insister. Si on ne permet pas la création libre, et c'est ce que doit défendre le ministère de la Culture, elle deviendrait underground ou alternative. Et comme disait Aurélie tout à l'heure, il y a un moment des codes ou des artistes qui n'ont pas été, qui ont été à une époque censurés, qui aujourd'hui ne le sont plus. Et l'art contemporain a des fois ce problème-là, qu'aujourd'hui les codes ne sont pas encore acquis par les habitants. Et le but, c'est que plus ils le découvrent, plus ils l'intègrent, et plus ils font, même qu'ils aiment ou pas, ils ont le choix au moins d'aimer ou pas. Mais si on présente rien aux gens,
ils n'auront jamais d'avis dessus. Or, nous, quand on fait des médiations, parce qu'on travaille beaucoup en médiation, on a beaucoup de projets participatifs. Street Art Sans Frontières a fait une fresque dans la ville avec les habitants. Ils ont fait leur création, mais à côté, il y a toujours des projets avec les habitants, avec les scolaires énormément. On fait beaucoup d'éducation artistique et culturelle. Cette année, on a accueilli 1300 élèves. Même si on est une petite structure, on a beaucoup de visites guidées, on fait beaucoup d'ateliers. Nous, on aime bien que les artistes rencontrent les habitants. C'est pas pareil que de nous rencontrer, nous, de voir direct l'artiste, c'est très important. Et du coup, voilà, sur le dynamisme, en tout cas, mais ça a fait le même effet à Calac. À Calac, on a commencé avec une œuvre. Alors voilà, ça c'était l'œuvre participative. Alors je ne sais pas si vous voyez avec le soleil. Donc c'était une anamorphose. Ouais, je ne sais pas si. Sans tout casser. Ouais. Alors, voilà, un très bon exemple d'un festival qui s'est passé. Alors ça, c'était le démontage d'une voiture, une R5 qu'on nous avait prêtée. Les artistes travaillaient pendant 3 jours. Voilà, sur la place du docteur Raoul, donc à Rostrenin, donc c'était en 2020. En août 2020, donc on sortait du confinement. Nous, on a décidé de maintenir le festival parce que les gens avaient déjà subi énormément. Nous, la Fourmi a vraiment décidé de continuer à fonctionner pendant le confinement parce qu'on allait en psychiatrie, en milieu scolaire et en EHPAD, qui étaient les 3 milieux quand même les plus touchés par les protocoles sanitaires et qui avaient vraiment besoin de bulles d'air et d'artistique. Donc on voyait l'essentiel, qu'on était essentiel à ce moment-là de rentrer dans ces milieux-là. Et donc à la sortie du confinement, on a proposé ce projet-là qui était, les habitants venaient démonter une voiture pendant 3 jours. Alors, il y a des habitants qui étaient là, mais c'est pas de l'art, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est n'importe quoi. Et d'autres qui étaient là, mais c'est génial ! Ça veut dire qu'on a meulé la voiture, les enfants sont venus déboulonner la voiture, et après les artistes, donc on a dû la meuler pour la faire rentrer dans une porte grande comme ça. Et donc elle a été remise dans une vitrine vide, abandonnée, et ils en ont fait une concession. Et donc elle a été mise sur un podium, et la nuit, les gens, quand ils passaient, la voiture s'éclairait et fumait dans la vitrine. Et voilà, ça a été un questionnement, ça a été vraiment source de discussion, parce que nous, le fait que ça se passe dans la rue, on laisse les gens réagir, on laisse les gens s'y impliquer, ils participent à l'œuvre d'art. Et c'est aussi source vraiment de vivre ensemble, c'est un levier de rencontre. Comme on travaille, nous, beaucoup avec la psychiatrie, il y a beaucoup, nous, on a un HDJ et un groupe d'entraide mutuelle, qui sont des personnes qui sont habitants du centre-bourg, mais qui ne fréquentent pas les autres. Et à travers les projets participatifs et ce festival-là, on les a fait rencontrer les jeunes, parce qu'on fait des ateliers avec des lycéens et la psychiatrie, on fait moite-moite, et ils créent des œuvres d'art ensemble, ce qui fait que maintenant les jeunes disent bonjour aux personnes différentes, les anciens qui tricotent avec les personnes se connaissent aussi, et en fait, à un moment, on remet tous les gens sur la même place du village. Ça veut dire que les anciens sont plus que dans leur EHPAD, l'HP n'est plus que dans... Les usagers ne sont pas que dans leur hôpital. En fait, tout le monde se retrouve sur le même lieu. Et c'est là que le dynamisme y revient. On a mis des parkings à la place des places de village. Et à un moment, nous, on a envie de refaire la place du village. Remettre les voitures dehors. Et Concession questionnait ce problématique de la voiture dans nos villes. Et nous, on avait envie de remettre les gens sur ces parkings-là et créer des événements. Et c'est ce qui se passe. Et on voit à quel point les villes où on voit comment ça bouge. Rostrenin, c'est un bon exemple parce que le festival est depuis plus longtemps, mais on voit que ça bouge dans les villes aussi où on va depuis moins longtemps. Et c'est que vraiment là, il n'y a plus de maisons à vendre, il n'y a plus de location, on commence à avoir des problèmes pour loger les jeunes. Il y a beaucoup de colocations. Nous, les jeunes maintenant qui arrivent, ils vivent à 3-4 dans une maison. On ne trouve plus de logement. Là, il y a un UFJT qui s'est ouvert. Et là, il y a un nouveau projet qui passage où un ancien et un jeune vivent dans la même maison.
on réfléchit à des dynamiques. Quand on parlait de transversalité, nous, on va travailler avec autant les personnes sociales, on travaille avec le CADA, avec le centre accueil pour réfugiés, qui vit aussi à Rostrenain avec les habitants. On les a fait se rencontrer, ça casse des barrières. Et la culture à cet endroit-là est vraiment une source aussi d'éducation populaire, de vivre ensemble, et on s'en rend compte. Enfin, nous, on voit à quel point le levier a fonctionné à Rostrenain, en tout cas. Callac, c'est en train de bouger. Et en plus, avec toutes les histoires qu'il y a à Callac, on voit bien que c'est important, parce que je vois, c'est une mairie qui est quand même harcelée. Et nous, on voit la souffrance là qui se passe. Et voilà, à travers notre festival, on essaye de communiquer aussi, de mélanger toutes ces personnes-là et de se rendre compte que l'étranger ne doit pas faire peur. Et les gens se rendent compte et se parlent et se rendent compte que juste ils sont entre humains et qu'ils ont envie de faire un projet ensemble, un festival, une soirée, un Face Days. Voilà, il y a un moment, tout ça est source de plaisir partagé, et du coup, quand on a du plaisir, on a envie de vivre dans sa ville. Je pense qu'on oublie beaucoup la notion de plaisir dans tout ce qu'on fait. Et il faut la ramener au centre de nos projets. Nous, voilà, on fonctionne beaucoup autour de ça. Je voulais montrer un autre exemple. Alors, est-ce que je vais le trouver? Voilà. Cette voiture qui s'est fait démonter. Alors ça, c'était une œuvre de The Blind, qui était une œuvre pour que les non-voyants, c'est une œuvre en braille. Donc voilà, on pense aussi à l'accessibilité. On prend vraiment en compte tous les habitants. On essaye toujours de ne laisser personne de côté. Ça, c'est une œuvre du CME, du CMPEA. Ben non, elle ne veut plus. Hop. Alors, faut repartir en arrière. Et ben, on va faire à l'envers. Donc ça, c'est une œuvre à Carhaix de 534 mètres carrés. C'est la plus grande... c'est un Raseul d'Azeul. Là, c'est un motif de la Seconde Guerre mondiale. Donc on lit aussi les histoires... voilà, du patrimoine. On parlait de tourisme, ça peut être une attraction aussi pour le tourisme. Nous, forcément, on n'y réfléchit pas comme ça à mon point de vue, mais au niveau de la commune, forcément, c'est aussi une attractivité, puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent voir, qui circulent dans les centres-bourgs où on crée ces œuvres-là. On a des gens qui viennent des locaux, mais aussi des amateurs d'art qui viennent d'un peu partout en Bretagne, voire d'ailleurs. Les fans d'art urbain. Alors ça, c'est la première œuvre qui a été créée à Callac par Nespoon, une Polonaise, qui a été la première œuvre qui a permis... Alors le premier jour que les gens ont vu l'artiste travailler, ils ont fait « C'est quoi ces babes qui viennent faire des traits sur nos façades ?» Et à la fin de la semaine, les mêmes personnes nous ont dit « C'est super, c'est génial ». Donc là, nous, on a tout gagné, c'est qu'on arrive à convaincre les gens que l'art n'est pas là pour juste faire joli et gentrifier une ville. Elle est là aussi pour vraiment créer une dynamique et donner à voir. Et pour nous, c'est une galerie à ciel ouvert. Moi, je le vois comme ça. On ne fait pas que du graffiti et du street art. On présente l'art contemporain dans la rue. Et c'est vraiment de permettre. Alors, cette œuvre-là n'a pas duré longtemps. Elle a été détruite. Voilà, parce que ça arrive aussi, c'est là qu'on a vu que la culture dérangeait. On a eu ce week-end-là des destructions et des croix gammées qui sont apparues dans la ville. Donc voilà, on n'a pas relevé, on l'a pas refaite. On laisse les choses se faire, chacun. Mais voilà, ça fait réagir. Alors cette œuvre-là, je vais la montrer. Alors celle-ci, elle bloque. Alors celle-ci, c'est 150 personnes. Chaque carreau est une personne. Donc il y avait 70 personnes usagées de la psychiatrie vivant à Rostrenain et 70 lycéens. Et une dizaine de soignants, parce que nous, les soignants font toujours partie du projet, et qui a été... elle s'appelle Les Autres. C'est celle-là qui a été aussi taguée.
Et ça a vraiment changé beaucoup de choses au niveau des rapports entre les jeunes et la psychiatrie. D'expliquer la différence aussi, ça a beaucoup fait évoluer les choses dans Rostrena. Donc la fameuse voiture qu'on retrouve. Donc voilà, on s'est rendu compte, voilà, avec l'association La Fourmi, en tout cas, voilà, ce levier où la culture permet voilà, un dynamisme, des changements profonds. Vraiment, nous, on s'en rend compte et on nous le fait remarquer. Ce retour vient de plus en plus. Peut-être qu'on ne le remarquait pas au début, mais là, depuis 3-4 ans, vraiment comme tout, il commence à y avoir un parcours et que les gens connaissent et ont visualisé échange d'expression, le parcours de ferme en ferme. Parce que pour nous, les villages, la ruralité, c'est aussi, alors on ne dit pas urbanisme, on dit urbanisme, entre rural et urbanisme. C'est le mot que moi je préfère. Mais voilà, qu'il y a ces questionnements-là dans les bourgs. Alors on a fait une œuvre à Bottmer, qui est un village de 200 habitants, que je vais retrouver. Hop. Alors voilà, là c'est une œuvre avec les habitants qu'on projette dans la ville. Sur tous les murs de la ville. Voilà, l'œuvre de Bottmer. Donc c'est un village qui nous a fait appel pour le festival. Et là, c'est les habitants, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est les habitants qui ont payé le festival. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande de la mairie, il y a eu un projet Ulule, et il y a eu 2500 € de récoltés par les habitants, un village de 200 habitants. Et tellement, c'est un village qui est très dynamique, déjà Bottmer, mais il y a une vraie envie de dynamiser, de colorer ce village-là, et tout en respectant le village. C'est pour ça que le mur est bleu, c'est la couleur du ciel des Monts d'Arrée, quand il fait beau. Et alors, vous ne voyez pas, je vais essayer de le rapprocher. Voilà, et en fait, c'est une fresque faite de petits traits. Donc, plus on se rapproche, plus on voit ce qui se passe. Et pareil, tous les élèves de La Feuillée, de Brénilis, et il manque un village de Saint-Rivoal sont venus. Voilà, en fait, tout le monde est passé à travers ce village pour voir cette œuvre-là. Il y a eu beaucoup de médiation autour de cette œuvre. Et vous voyez, on voit 2 personnes qui s'enlacent. Quand on regarde l'œuvre de près, il y a une baleine, il y a des gens qui s'embrassent, il y a des mains qui se croisent. Et voilà, ça a été vraiment nous, c'est le premier village où on a été. On aimerait bien aller de plus en plus dans les villages. Parce qu'il y a une vraie dynamique dans ce village-là. Il y a une mairie il y a une épicerie. Et on le voit, Bottmer est en train de repartir. C'est une ville des Monts d'Arrée qui est en train de repartir aussi sur un dynamisme important. Beaucoup plus que les villages aux alentours. Donc voilà, je suis bonne de... Non, je suis en temps. Et ben, je vous remercie. Je suis désolé de le couper, mais pour vous laisser un peu de temps d'avoir des échanges avec les 2 interventions qui sont très belles en fait. Avec Aurélie, on a découvert en fait la notion de la culture à travers l'histoire de la politique culturelle pour voir comment ça évolue et voir comment on peut définir et redéfinir la frontière de cette notion-là. Et puis avec Cynthia, finalement, avec ces exemples concrets, on va voir comment une importance de participation en fait des publics, des habitants, a contribué à cette culture, à cet art, à cette valorisation. Et puis tous les deux, on part à attribuer une importance très aux jeunes en fait. Comment on peut faire venir les jeunes, comment on peut faire revenir les jeunes, comment on peut éduquer, comment on peut faire connaître l'art et la culture aux jeunes. Ça veut dire que c'est très très important. C'est aussi les jeunes qui fait l'avenir de nos centres-bourgs. Et je vous remercie pour ces 2 interventions. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Maintenant, c'est le temps d'échange. Et puis, je vous passerai la parole. Ouais. Pour le projet Les Autres, est-ce que vous avez pu faire les ateliers en
mêlant les personnes, les usagers de la psychiatrie et les lycéens. Vous avez fait... Ah bah c'était le but. Et vous avez fait ça dans quel lieu? Au lycée. D'accord, ok. Donc on invitait chaque atelier, donc il y en avait un le matin, l'après-midi et toute la semaine. Pour avoir 150 personnes, fallait. Et on voulait pas qu'ils soient trop nombreux pour vraiment qu'il y ait des interactions. Nous, on refuse qu'il y ait dans nos ateliers plus de 15 personnes, que ce soit des élèves. On n'est pas du tout sur vouloir faire de l'industrie culturelle, quoi. Nous, c'est pas dépoter, c'est que chaque personne ait un vrai rapport avec l'artiste, parce qu'il y a toujours un artiste dans nos ateliers. C'est pas nous qui les menons, c'est vraiment l'artiste. Donc il y avait 7 jeunes avec 7 personnes de psychiatrie. Et les lycéens étaient dans quelle filière? Alors, futurs soignants. Sécu, parce que comme c'était dans la rue, après la Sécu a protégé tous ces gens-là pour l'installation. C'était surtout des futurs soignants. Ok, merci. Ouais. Voilà, c'est en attendant. Allez. Parfait. Dans vos projets, comment vous avez fait le lien entre une culture locale existante ou une histoire locale existante et de nouveaux moyens de faire découvrir la culture, un autre type de culture qui pourrait venir du milieu urbain ou voilà, comment vous avez fait le lien pour que les choses prennent sur l'ancrage territorial? Et ben, les artistes le font très bien parce qu'un artiste en résidence s'inspire du lieu et du territoire où il est. Et souvent même, ils regardent des choses que les habitants ou nous-mêmes qui y vivons ne regardons plus, qui nous paraît dans le paysage depuis longtemps. Et eux, souvent, font des focus sur... pour un exemple, on a eu Julie Chaffort qui a fait des vidéos sur le Gouren, le Ficelle et le chant breton. Enfin, chaque année, quand ils sont dans une ferme agricole du centre-Bretagne, forcément, ils sont inspirés du lieu où ils sont. Donc, je pense que le lien, vraiment, les artistes, ils le font. Nous, on le fait. On fait le lien entre les artistes et les gens. On leur présente le territoire. On leur fait rencontrer la population. Il y a vraiment, c'est le côté participatif et rencontre en fait qui crée tout ça. C'est dans une échange autour d'un café. Pour moi, les cafés culturels. Les cafés sont le meilleur endroit de savoir où se trouve la culture. C'est un lieu culturel, un café. Et du coup, la rencontre fait que tout ça se crée. En fait, l'artiste, il prend, il retranscrit. Et les œuvres d'art, souvent, elles ressortent tout ça. Et en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de résidences aussi et d'ateliers participatifs, forcément, les gens se nourrissent les uns les autres. Et je pense que le lien, il se fait déjà à travers le regard de la personne qu'on invite et qui regarde de son point de vue. Nous, on est là, d'où l'importance du médiateur. Un artiste n'est pas médiateur. Il ne faut pas donner à l'artiste ce rôle-là. Il y en a qui le sont naturellement, qui aiment faire ça, mais on ne peut pas l'imposer. En tout cas, un artiste, on ne lui demande pas de faire ça à la base, quoi. Après, nous, ceux qui aiment le participatif, on préfère, mais voilà, on ne les invite pas que pour ça aussi. Mais le médiateur est vraiment le lien entre l'œuvre, l'artiste et le public. C'est lui qui vraiment connaît et son territoire et les personnes avec qui il travaille. Les artistes, ils passent chaque année sur notre asso. Nous, on est là depuis 10 ans. On connaît vraiment les gens avec qui on travaille, les gens qu'on côtoie et on en rencontre des nouveaux. Chaque année, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent aussi. Et je pense qu'il se fait là. Enfin, je ne sais pas si tu... Ouais, t'es d'accord, ouais. Merci. Bonjour, tout d'abord, merci pour vos interventions enrichissantes. Une question un petit peu plus pratique. Quel conseil vous auriez à donner, un peut-être, pour une petite commune dans laquelle l'offre culturelle est inexistante, voire très peu développée? Quel est le conseil que vous pourriez donner pour démarrer quelque chose? Merci. Alors déjà, faire confiance aux structures culturelles. Parce que c'est une problématique de beaucoup d'associations de devoir convaincre ces élus que ce qu'on va programmer est pertinent. On co-construit. Il faut co-construire avec ces élus et ces habitants. C'est important. Après, les structures, comme je disais tout à l'heure, nous on laisse en libre création.
Et c'est ce qui permet aussi voilà, que ce soit pertinent. Mais déjà, il faut avoir envie d'avoir parce qu'il y a beaucoup de communautés de communes ou de mairies qui n'ont pas de commission culture, déjà la créer. C'est important. Nous, sur nos sites Comcom, il y en a 3 qui ne l'ont pas. Donc forcément, on ne peut pas être soutenu par ces Comcom-là. Donc c'est dur. On fait des projets quand même sur ces endroits-là parce qu'on n'oublie aucun habitant de notre territoire. Mais à un moment, c'est hyper important que nous ne soyons pas précaires pour pouvoir vraiment avoir du fonctionnement, en fait, pour pouvoir rayonner les projets. Si on peut fonctionner, on peut aller partout. Après, on est comme tout le monde, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si les salariés ne peuvent pas être payés, eh ben ça s'arrête. Et voilà, il faut qu'on puisse inviter, il faut qu'on puisse travailler. Nous, il y a des mairies ou des élus avec qui on a mis en place juste du fonctionnement. Ça veut dire que, mettons, la mairie de Rostronin nous a donné on ne fait plus payer à aucune école les visites guidées. Tout ce qui est, c'est gratuit pour tous les élèves des lycées, des collèges et des écoles. Parce qu'à un moment, on a un fonctionnement de la mairie qui couvre la perte qu'on a à le faire quelque part gratuitement. Mais voilà, et depuis, depuis, les élèves viennent encore plus. On avait déjà une dynamique, mais là, ça permet vraiment de pouvoir... quel conseil ouais. Des conseils. Juste, alors, je suis... oui, évidemment, c'est idéal s'il y a une commission culture qui se monte, mais c'est pas toujours évident à mettre en place. Et puis, ça peut prendre un peu de temps, ce qui n'empêche de commencer par au moins une décision de la mairie, de faire un premier pas. Après, comment faire venir ? Déjà, je pense que sur tous les territoires, il y a beaucoup de petites associations qui sont méconnues. Donc, c'est observer son territoire. Ça, c'est un premier travail, de regarder ce qui s'y fait. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément même montés en association, mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs culturels nichés, mais vraiment dans les moindres recoins des territoires. Et la Bretagne en est vraiment pleine. Donc, je pense que avant de dire il n'y a pas, c'est observer et regarder réellement s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a, ouvrir la porte, se mettre en dialogue. Et après, sur la question des financements, je reviens encore une fois dessus, il y a des financements qui sont propres à la culture et il y a des financements transversaux. Et c'est important de considérer que la culture est un levier qui va mettre en dynamique un territoire et donc de réfléchir comment on peut trouver aussi des articulations entre différentes politiques qui sont propres à la compétence communale pour aller chercher des sous de ce côté-là. Parce que quand on parle d'urbanisme, tout d'un coup, si on met un peu d'art dans l'urbanisme, ça contribue à l'urbanisme, comme le disait Cynthia, à redynamiser des places de village, à redynamiser des bourgs, des cafés. Et donc, il peut y avoir des sous de l'aménagement qui, tout d'un coup, viennent un petit peu sur le côté artistique, puisque ça contribue à l'aménagement, ça contribue à l'éducation. Donc, s'il y a des enveloppes pour l'éducation, voilà, là, c'est au niveau d'une visite, mais ça peut être aussi, tout d'un coup, accueillir une résidence en milieu scolaire de l'artiste. Et c'est des sous, c'est pas l'idée de déposséder, enfin, de prendre à Pierre pour donner à Jacques, mais c'est vraiment de penser en transversalité. On n'enlève pas, on ajoute. C'est toujours penser en ajout, quoi. La culture, quand on mène un artiste dans une école, on n'enlève pas des sous à l'école, on lui amène vraiment un enrichissement à tous ces élèves, à toutes ces personnes. Donc c'est essayer de penser toujours cette transversalité des politiques publiques, penser la culture en transversalité dans vos compétences, parce que ça l'est réellement, si on pense, on ouvre un peu le regard en se détachant de la production artistique et qu'on le pense en termes de transformation sociale. Donc c'est vraiment cette fenêtre qu'il faut ouvrir absolument. Et encore une fois, l'observation. Les territoires sont bourrés de gens, d'acteurs, de petits acteurs ou de grands acteurs, mais il n'y a pas rien. La politique du vide, ça n'existe pas, c'est une erreur en fait. C'est un objet de l'esprit. Oui, bonjour. Sur les projets que vous avez menés dans différents secteurs ou dans différentes communes, comme Bodmer tout à l'heure, vous l'évoquiez, est-ce que les choses se pérennisent ? C'est-à-dire qu'est-ce que votre intervention, qui a été relativement ponctuelle peut-être, dure dans le temps, et est-ce que ça se concrétise par des animations qui se poursuivent, des associations qui se créent ? Premier élément. Et deuxième élément, l'aspect culturel, avez-vous constaté une conséquence aussi après sur l'aspect économique du quotidien, si je puis dire ? Je prends le cas de Carrel et Vitrine que vous animiez.
est-ce que ça a incité, en se disant, tiens, les vitrines sont vides, ça serait bien que des commerçants reviennent, parce qu'il y a aussi cet élément-là qui est capital pour revitaliser nos bourgs et nos petites villes, c'est de pouvoir bénéficier des services dont on a besoin au quotidien, sans bien évidemment oublier cet aspect culturel. Alors, concernant Bottmer, alors nous, notre festival dure 1 semaine par ville. Donc nous, on arrive le lundi, on repart le samedi. Et voilà, donc on est vraiment sur un nomadisme. Bottmer nous a appelés nous, mais ils avaient déjà ce dynamisme. Cette mairie-là, elle est dynamique. Donc je pense que voilà, ils nous ont invités parce qu'ils avaient envie. Mais ils continuent. Mais ça leur appartient depuis le début. Nous, on a fait que rajouter. Voilà. Mais eux, ils avaient déjà... sur les vitrines abandonnées, alors... Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, sur certaines vitrines, à chaque fois qu'on met quelque chose dans une vitrine, là, cette année, on était dans la vitrine de Caco, ça faisait 3 ans qu'ils la mettaient en vente, elle a été vendue pendant l'exposition, alors que souvent, certains commerçants ont peur que si on met quelque chose dans leur vitrine, elle ne pourra pas être vendue. Là, ça fait l'effet inverse. Elle a été vendue pendant que c'était exposé. Et là, depuis quelques années, alors... On plaisante avec les commerçants parce qu'on travaille beaucoup avec les commerçants sur ce festival. Et les restaurants accueillent les artistes le midi en mécénat. Enfin voilà, nous c'est comme ça qu'on s'en sort aussi. C'est important, nous depuis le début de ce festival, on lit les commerçants. C'est quand même le questionnement du centre-ville, ça les concerne. Donc forcément notre festival, il est lié avec les commerçants qui nous soutiennent soit financièrement, soit par un repas, un hébergement. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on soutient les assos, quoi. Et nous c'est très important pour nous. Mais on s'amuse à dire que souvent quand il y a une œuvre sur une vitrine, elle est revendue l'année d'après. Et nous, ça nous embête parce que faut qu'on en trouve une autre pour un futur artiste. Mais en tout cas, pour les commerçants, ça marche. À Carhaix, le festival est plus à Carhaix depuis 3 ou 4 ans. Donc nous, on travaille surtout à Carhaix maintenant sur l'EAC. Donc on est en jumelage depuis 3 ans avec le collège et on fait des projets Carta depuis 2 ans avec le lycée. Donc c'est vraiment des dynamiques plus... et avec l'EHPAD qui tricotent depuis 7 ans avec nous, les 2 EHPAD de Carhaix, qui pendant le confinement étaient importants puisqu'on n'avait pas le droit d'y rentrer. Donc il y avait du projet extérieur qui venait de l'intérieur et que nous, on venait récupérer à la porte. Et ça permettait que les anciens se projettent aussi. Ils étaient enfermés, donc ils participaient à un projet de loin, mais ils y participaient. Mais... oui, je pense que, en tout cas, nous, sur Ostrona, on voit que ça redynamise. C'est vraiment la ville qui est peut-être où on est ça fait 4-5 ans qu'on fait ce festival-là. Et ouais, je pense qu'il y a quand même il y a un engouement, en tout cas. On ne sait pas pourquoi. Il y a un engouement d'artistes et d'artisans. On voit, c'est surtout ces gens-là qui arrivent dans les vitrines. Il y a un magasin de vinyle qui s'est ouvert. Il y a une lutherie depuis quelques années. Il y a le ferronnier d'art qui est arrivé. Il y a vraiment beaucoup de monde. En tout cas, les vitrines, il n'y en a quasiment plus là, de vide. Il y a un hôtel qui est en train de se créer en plein centre-ville, qui regroupe 3 magasins qui étaient fermés. Là, je ne pense plus qu'il y a de... En tout cas, là, la problématique vient inverse, c'est qu'ils cherchent... Là, va falloir construire ou faire quelque chose pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Hier, j'étais au pot des nouveaux arrivants. Ils étaient une 50aine. Et on voit bien, quoi. Là, ça sature au niveau du logement, en tout cas. Bon, pas mal en Bretagne, mais le centre-Bretagne n'avait pas cette habitude-là. C'était plutôt le contraire. Mais oui, je pense qu'il y a une dynamique, que ça joue quand même sur l'économie, en tout cas. La tatoueuse qui s'est installée dans la vitrine qui avait été repeinte, elle l'a dit. C'est la façade qui a fait qu'elle achète là. Elle n'aurait pas été dans un bâtiment. C'est le visuel, le fait qu'il y ait de l'art, elle fait de l'art aussi en tatouage, qui fait qu'elle s'installe à Rostrenin plutôt que dans une autre ville. Donc oui, je pense que ça attire en tout cas beaucoup de gens de l'extérieur. C'est assez rigolo. C'est pas forcément des locaux, c'est vraiment des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent. Après, sur l'économie, c'est aussi important de considérer les dynamiques de l'ESS. Le milieu associatif, c'est l'économie. Quand tout à l'heure je parlais de l'économie, de vision économique du monde, c'est l'économie redistributive et ce que Cynthia, ce dont elle témoigne sur la manière dont les restaurateurs peuvent participer aussi à l'activité de la fourmi finalement, et inversement, c'est aussi cette dynamique d'échange et de réciprocité. Et je fais une petite
pub voilà, on a Patricia de l'image qui parle, qui est sur Paimpol, qui est présente là aujourd'hui, et du coup, l'association a gagné le prix de l'ESS à l'échelle régionale. Donc c'est des autres manières de faire de l'économie aussi, et c'est toutes ces dynamiques-là aussi où il faut ouvrir des portes. Les échanges se travaillent à différents échelons et de différentes manières. Ouais, nous, on travaille beaucoup avec la ressourcerie Tirecup. Vous voyez, depuis 10 ans, elle existe. Nous, on existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nos frais de prod, on va dire, nos frais de production, on incite, nous, beaucoup, les artistes, et souvent, ils aiment ça. C'est des cavernes d'Alibaba, les ressourceries. Et voilà, nous, ça nous fait une économie de la moitié de notre enveloppe de production de recyclés. Donc, c'est aussi ça. Et Tirecup, c'est passé de... On fait partie aussi du CA parce que, voilà, on se met dans les autres assos nous soutiennent, on se met dans... Et on est passé de 9 salariés à 17 salariés à Tirecup. C'est vraiment une association avec laquelle on est partenaire depuis le début. On a fait une expo, maintenant la ressourcerie expose des œuvres d'art de la fourmi faites qu'avec de la récup de Tirecup. Et du coup, on commence à développer ça aussi, d'aller mettre des œuvres dans les entreprises. On a une boiserie qui nous aide beaucoup sur la récup de bois, qui nous offre sous forme de mécénat du bois pour les artistes. Et ben, on a exposé toutes les œuvres en bois. Ils ont chez eux maintenant, dans leur entreprise, des Jettex et des tissus comme ça, de cette grandeur-là, un peu plus grand, mais qui fonctionnent dehors et qui sont plaqués avec des œuvres d'art sur l'entreprise. Donc il y a faire de l'expo aussi, un peu que l'art vraiment aille même un peu partout, quoi. Donc ce rapport aussi avec les commerçants ou les gens avec qui on travaille, voilà, il y a la réciprocité, comme elle disait, voilà, quelque part ils nous soutiennent et que les œuvres d'art retournent chez eux sous forme de photos, ce qui fait que leurs clients voient les œuvres d'art et reviennent. Ça fait une boucle, quoi. C'est important de vraiment amener l'art partout, quoi. Et les entreprises ont... Tirecup, pour nous, c'en est une. C'est une ressourcerie. Voilà, c'est un lieu d'exposition maintenant aussi. Et l'ESS, nous, voilà, comme l'image qui parle, c'est super, je trouve, voilà, c'est une belle reconnaissance parce que on est quand même dans un futur où l'ESS est au centre de nos préoccupations. Oui, je voudrais simplement reprendre une question bien en route. Une question qui a été posée précédemment pour tout ce qui concerne les petites communes rurales. Je voudrais ramener le sujet sur Quimper-Gézenac, personne ne sera étonné. Et tout simplement parce que, bon, nous, on a mis la main en quelque sorte dans l'engrenage, qui n'était pas très engageant, mais on a fait, comme je l'expliquais au début, 3 expositions jusqu'à présent. On est en cours de la création de la 2e œuvre d'art sur la commune, des œuvres d'art quand même imposantes. Alors, je lance un appel à vous autres qui avez accepté de venir ici dans les cafés de la revitalisation. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées pour continuer? Parce que voilà, il ne faut pas qu'on s'arrête en cours de route. Hein. Donc, ça peut être des expositions tous les ans, mais ça peut être aussi peut-être autre chose. Voilà. Donc, je suis à votre écoute si vous le souhaitez. Alors, après, moi, je ne connais pas Quimper-Gézenac. En général, quand je rencontre des nouveaux élus, on parle d'abord de leur village. Moi, j'aime bien... c'est hyper important de connaître le contexte, en fait, pour pouvoir donner une idée comme ça sans vous connaître ou connaître correctement le village. C'est hyper important, en fait, la co-construction. Moi, en général, mes premiers rendez-vous, on discute, on fait des constats, des problématiques de la ville, ou pas de problématiques, hein, mais voilà, des envies. Et souvent, l'idée de l'artiste vient par rapport à un sujet. Où, voilà, la co-construction, enfin, voilà, les idées, elles viennent déjà d'un premier échange. On arrive rarement avec nos valises à dire on va vous mettre cet artiste, c'est super. Non, on aime bien. Enfin voilà, en tout cas, moi je le conçois comme ça, quoi. Déjà peut-être c'est déjà les habitants. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ouais, mais ouais, voilà.
Je ne sais pas si vous avez... Oui. Très bien. Un habitant et un artiste. Bonjour. Alors je crois que les habitants et ce que les humains, d'une façon générale, ce qui leur manque, c'est le rêve. C'est la passion. C'est cette faculté de nouveau d'admirer qui a disparu. Et allons-nous rester en mode survie ou en mode vie? Et l'artiste va vous aider à passer du mode survie au mode vie. Le mode de vie, nous l'avons vécu avec le Covid, où nous n'étions que de la viande, qu'il fallait garder en bonne santé. Mais il nous était interdit de lire. Les librairies étaient fermées. On pouvait bouffer, on ne pouvait pas lire. Donc nous n'étions que de la viande. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de gens malheureux aujourd'hui. Et le rôle de l'artiste, c'est de questionner déjà de questionner la société dans laquelle nous vivons. Le fait même de questionner, c'est déjà contester. C'est la raison pour laquelle les artistes sont les premiers poursuivis dans les régimes où il y a des esclaves, où il y a des robots. Donc le regard d'un artiste sur un village, c'est d'essayer d'amener les gens à marcher sans regarder le sol. Ionesco disait en 61, n'avez-vous pas remarqué que dans les grandes villes, les gens ne regardent pas, marchent en regardant le sol, ne voient plus l'environnement, ne voient plus. Donc une œuvre d'art peut aider à reconsidérer son environnement. Je ne vais pas être très long, je vais vous parler d'une commune qui n'est pas loin d'ici, qui est de Ploumagoire, où il y a une réserve LPO, donc protection des oiseaux, et un très beau lieu que les habitants ne voyaient plus. Et on m'a demandé d'intervenir de façon à ce que les gens puissent de nouveau découvrir ce lieu. Et j'ai pensé à nos yeux. Nos yeux sont constitués de bâtonnets et de cônes. Donc j'ai retenu le cône. D'autant que notre maître à tous, Cézanne, nous a demandé de transformer le paysage, nous a préconisé de transformer le paysage en volume. Donc ce cône, je l'ai retenu parce qu'il nous aidait à voir, je l'ai retenu pour faire plaisir à mon maître Cézanne, et j'ai posé 3 cônes incongrus, très colorés, dans un paysage, qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais ça on s'en fout, mais qui fait que les gens se posent et redécouvrent le paysage et se sont réappropriés ce lieu qui est devenu un lieu de promenade pour les enfants. On voit très fréquemment des mamans avec des poussettes, avec les enfants dans les poussettes, des enfants jouant. C'est ça le rôle de l'art et c'est ça le rôle de l'artiste, à mon avis. Voilà. Donc pour redynamiser un village, faites confiance à quelques énergumènes comme moi, qui posent des questions, souvent incongrues, qui apportent de la couleur, parce que la couleur, c'est de l'énergie. Et puis les problématiques de vivre ensemble, de faire front commun, de mélanger les anciens avec les jeunes, eh bien ça va venir tout naturellement. Il faut que de nouveau les gens aient envie d'être ensemble. Par exemple, l'œuvre du village. Les gens vont aimer ou détester. Mais au moins, les gens vont se parler. Ils vont dire, mais t'as vu le mec, ce qu'il a mis là, 4 triangles, mais c'est dingue. Je peux faire la même chose. C'est n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'ils se sont parlé. Voilà. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que ça a coûté? Voilà. Mais ils se parlent. Voilà. Et en tous les cas, merci d'être venus aussi nombreux dans mon local. Et merci de nous aider à dynamiser un peu notre vie. Bonjour, moi je voulais juste vous faire part d'une petite observation. Je vis sur la commune de Lanlef qui comprend 140 habitants.
et où la vie associative est assez dynamique. Donc on a de la chance pour ça. Et on a choisi depuis 2 ans de construire un projet qui métisse toutes les associations et toutes les compétences du coup des différents membres bénévoles autour d'un petit lieu existant qu'on a appelé le Tibar, et on propose des animations tout l'été. Et on a constaté que ce projet a été reçu avec un grand enthousiasme de la part des villageois. Et mon observation, c'est qu'en fait, quelquefois, quand on confronte nos avis, justement, on parlait de culture tout à l'heure, avec des gens qui ont différentes expériences associatives, on attend quelquefois un résultat assez direct d'initiative culturelle. Et en fait, on attend par exemple un bilan financier positif, ce genre de mesures. Et finalement, c'est pas ça qu'il faut, je pense, chercher à créer, et que les effets d'amener la culture dans un village sont pas forcément directs. Comme est-ce que on a vendu des commerces, est-ce qu'il y a des gens qui viennent s'installer? En fait, je pense que c'est un travail à long terme, et que dans ces actions-là, justement, l'éphémère est important. Et on a un petit peu moins parlé du spectacle vivant, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà. Si vous avez des réponses à ça. Non, je pense que ça a été quand même rattrapé par ce qu'on a dit aussi, quoi, sur l'éphémère. Cynthia en a parlé. Alors après, c'est des œuvres plastiques, c'est son domaine, évidemment. Il a fallu inviter beaucoup plus de gens et faire 4 jours, 5 jours sur cette thématique. Il y a des salons entiers qui peuvent être. Donc on invite 5-6 copains, le spectacle vivant, on fait de la transversalité. Il y a de l'art visuel, c'est notre dada, notre fonction première, mais surtout nos temps forts, il y a du spectacle vivant, de la performance, des lectures, de l'édition. Enfin, il faut croiser les assos, de toute façon. Il faut croiser les univers. Pardon. Et après aussi sur la question de ce que tu parles de l'évaluation, ça c'est quelque chose que nous on défend beaucoup et que les droits culturels défendent, et c'est aussi quelque chose qui se décale de justement le côté production. Et qui est de transformation. On en a parlé de la transformation sociale, comment l'art participe de la transformation sociale, mais comment aussi la culture, pas que l'art, la culture de manière générale, participe de cette transformation sociale. On a tout à fait dit aussi et traversé ce que tu as témoigné du rôle de l'artiste, de cette vision, enfin de cette manière d'amener un regard. Enfin, on va pas tout refaire parce qu'on l'a déjà dit, mais en tous les cas, il y a un gros travail. Nous, au niveau des syndicats culturels, en tous les cas, on travaille beaucoup sur ces questions d'évaluation et de défendre aussi la notion de processus et non pas de résultat. Et donc de faire prendre conscience aussi à tous les partenaires publics qu'une action, elle s'inscrit dans une durée, d'où la notion au niveau économique de fonctionnement, de pouvoir faire en sorte que les associations aient une assise dans le temps et puissent mener leur action tout au long sur une certaine durée en tous les cas, et aussi qu'effectivement les effets ne sont pas mesurables à l'instant T. Quand avec la Fourmi, on commence en 2012 à faire un travail avec des scolaires, aujourd'hui il y a peut-être des gens qui s'engagent dans la voie culturelle, c'est pas sur le moment qui se sont dit tiens, je vais faire soit être artiste, soit faire une montée en projet culturel quand tu as 10 ans et demi. Peut-être, il y en a, ils ont eu la flamme tout de suite, mais il y en a d'autres, non, ça s'est inscrit comme ça au fur et à mesure du temps, parce que une édition, 2 éditions, une rencontre, 2 rencontres, un autre événement ailleurs. C'est que des portes d'entrée en fait. Le but, c'est d'ouvrir des portes. On ne fait que ça. Hein. On ouvre des portes, et puis après, ce qui se passe derrière, on ne le maîtrise pas toujours. Mais en tous les cas, je rejoins effectivement le rôle de l'artiste aussi, c'est de rendre sensible. Mais voilà. Mais tout le monde participe de ça. L'artiste est aussi un médiateur, parce que tout à l'heure tu disais qu'il y avait besoin de médiateurs. L'artiste est aussi un médiateur, on l'a dit grandement. Mais en tous les cas, tout le monde aussi participe de ça. Parler de l'utilité de l'inutilité. Tout à fait. Oui, c'est hyper important. Il y a un projet qui a été mené à un moment par la région qui s'appelait Art et Territoire, où on pouvait inviter un artiste et où le but était tout le processus. Il n'avait aucune obligation de production. Et moi, je trouvais super ce projet-là. Ça veut dire que l'artiste était en résidence 1 mois
dans la ville et n'avait pas de vernissage ou rien à produire à la fin. C'est-à-dire que tout le mois, les gens venaient le voir, aller dans son atelier, le voir travailler et tout. Hein? Et comment? Non, il bossait, il faisait son travail, voilà, il était... Mais dans ce projet-là, ça veut dire qu'il est financé pour juste créer de la recherche, de l'expérimentation. Il n'y a pas une obligation de production. Et du coup, durant ce mois-là, en fait, plein de gens sont venus le voir et le questionner. Et voilà, je trouve que c'est important ce côté production qui est toujours... non, le processus est hyper important. L'expérimentation, la recherche, le questionnement. Nous, on a un artiste qui utilisait la politique de l'idiotie. Ce que j'adorais, c'est qu'il était perdu dans ce qu'il faisait. Et du coup, les gens, ils faisaient exprès. Les gens venaient se mêler de sa création. Non, mais si tu faisais ça, tu t'en sortirais peut-être mieux. Et il y a tout ça aussi qui se crée. Et lui, il faisait exprès d'être complètement perdu dans son art pour que les gens s'en mêlent. Donc voilà, il y a plein de choses aussi autres que la réalisation de l'œuvre. Il y a tout ce qui est avant qui est important. Voilà, je reprends la parole et je suis désolé de couper cette discussion qui est très très intéressante, qui est très bien, mais vu que le temps passe très vite et du coup on doit clôturer cette matinée, ce café de la revitalisation et du coup merci à nos deux intervenantes et puis merci à l'artiste qui nous accueillit et puis finalement si vous remarquez il y a un mot transversalité qui revient plusieurs fois. Je crois que ce mot, on peut vraiment, pour conclure cette journée, c'est vraiment la transversalité, c'est vraiment une chaîne de coopération. Bien sûr, on parle de l'importance de l'artiste, des médiateurs, des institutions, et de la mairie, de tous les instituts publics, mais aussi, il y a aussi la place des publics, la place de nos jeunes, de nos futurs publics. Et tout cela, c'est vraiment tout le monde qui participe à cette coopération. On réussira à faire revitaliser nos centres-bourgs. Et du coup, voilà, merci beaucoup à vous tous ainsi d'être venus. Et voilà, si vous voulez continuer un peu l'échange, il y a un pot à la fin. Et puis vous pouvez prendre un petit truc à grignoter, un limonade, tout ça. Et puis je crois que nos deux intervenantes seront là pour répondre à des questions si vous avez encore. Et merci d'être là.